BFM Business, BFM Crypto, le club. Et oui, c'est le club de BFM Crypto avec ce soir Grégory Raymond. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well et vous allez être rejoint tout à l'heure par Adil Takal Bataille, président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Voilà, il est pris dans les embouteillages pour tout vous dire. On va donc commencer avec vous, Grégory. Vous allez nous parler de la fièvre de l'intelligence artificielle, décidément tout le monde en parle, qui est en train de gagner le monde des cryptos également. On assiste à une explosion des cours de certaines cryptos liées à cette intelligence artificielle, liées de près ou de loin d'ailleurs. Comment peut-on expliquer ce phénomène ? Tout à fait, c'est marrant parce qu'on cherchait des catalyseurs sur le CAC 40. Là, dans le milieu de la tech, il y a un énorme catalyseur, donc c'est l'intelligence artificielle. Et ça n'étonnera personne, c'est poussé par l'arrivée de ChatGPT, qui en gros, pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel conversationnel à qui on peut poser n'importe quelle question, il peut même écrire du code informatique. Donc c'est un bouleversement total dans l'histoire de la tech. Et donc forcément, toutes les valeurs liées à l'intelligence artificielle sont en train d'exploser. Et voilà, c'est dans les cryptos notamment. Alors il y a plusieurs tokens, donc plusieurs crypto-monnaies qui sont liées à cet univers, qui ont doublé de valeur, voire même quintuplé en un seul petit mois, donc c'est assez impressionnant. Bon, vous le savez, les cryptos, c'est un peu comme le Nasdaq, mais dopé, on va dire, ultra dopé, donc les effets sont beaucoup plus importants. On observe une grosse accélération, surtout depuis un mois, et le fait que Microsoft a investi 10 milliards dans OpenAI, donc qui est le développeur de ChatGPT. Et donc là, c'est le début de la course en fait. Oui, exactement, c'est ça. Bon, les cryptos sont pas les seuls à subir ce phénomène. Les actions également, on peut citer AMD, ASML, Baidu, Cambricon. Donc voilà, il n'y a pas que les cryptos. Quels sont les cryptos qui en ont bénéficié le plus ? Les tokens, on parle de tokens. Les tokens, oui. Alors, il y en a plein, on peut en retenir 3. Il y en a un qui s'appelle SingularityNet, son nom, c'est AGIX sur les bourses. Il y a Fetch, donc FET, ou Artificial Liquid Intelligence, ALI. C'est dans le nom, là. Ouais. Mais bon, voilà, ce sont des projets émergents, faites attention, il faut pas investir aveuglément. Et surtout, c'est un tout petit marché. L'intelligence artificielle à la mode des cryptos, ça pèse autour de 4 milliards de dollars. Il y a encore 3 semaines. 4 milliards déjà, quand même. Oui, déjà, mais il y a un mois, ça valait moins de 2. D'accord. Donc il faut savoir que c'est tout petit. Le marché des cryptos, c'est plus de 1000 milliards de dollars. D'accord. Donc la partie intelligence artificielle, c'est une niche de niche, on va dire. On peut dire aussi, par contre, que c'est très risqué d'investir dedans. Il peut y avoir des problèmes réglementaires à l'avenir. On sait que dans plein d'endroits, les cryptos ne sont pas vraiment réglementés. Et autour de l'intelligence artificielle, il pourrait y avoir des soucis réglementaires. Et aussi, il y a tout simplement plein d'investisseurs qui ne comprennent pas exactement comment fonctionnent ces crypto-monnaies, à quels projets elles sont associées. Le premier d'entre eux qu'on évoquait, par exemple SingularityNet, donc le token AGIX, c'est une place de marché sur laquelle on peut échanger des modèles, des données, ou des outils qui permettent d'entraîner une intelligence artificielle. Mais bon, on connaît un peu les investisseurs, quand il y a un peu une ruée, ils investissent à l'aveugle, et c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut toujours comprendre ce dans quoi on investit. Ça s'applique aux actifs traditionnels, ça s'applique aussi aux cryptos. Exactement. Donc c'est une niche qui vous semble prometteuse, malgré tous les avertissements qu'on peut donner. Oui. Bon, par contre, l'avenir nous le dira, parce que, vous savez, cette vague, elle ressemble énormément à ce qui s'est passé, vous vous rappelez, c'était fin 2021, quand Facebook a changé de nom, s'est appelé Meta, qu'ils ont annoncé investir énormément dans le métavers. Eh bien, toutes les crypto-monnaies liées au métavers ont explosé à l'époque. On peut parler de The Sandbox, Decentraland, il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, c'est un peu la même histoire qui se reproduit. C'est une bulle qui arrive ah bon, oui, une bulle. D'accord. Oui, mais il y a forcément une bulle, si vous voulez. C'est dit. Mais c'est c'est un acteur qui vient du monde traditionnel et en fait l'effet se reporte sur les cryptos. Donc les gens, les spéculateurs sur les cryptos essayent de trouver des éléments qui font le lien avec la grande actualité. Il n'y a pas eu de hype comme on dit, d'engouement
comparable depuis justement Meta, le changement. Oui. Voilà, c'est ça. C'est la nouvelle hype depuis ça. Est-ce que ça peut être une thématique durable, l'intelligence artificielle, comme l'est la finance décentralisée ou les NFT? Oui, en fait, il faudra voir. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train d'exploser. Un moment, la bulle, disons, va se dégonfler et on verra les projets qui vont rester. Et vous savez ce qu'on dit, il faut séparer le bon grain de livret. C'est bien dit. Et on verra plus tard ce qui va ressortir. D'accord. Déjà, vous dites que la bulle va se dégonfler, elle va pas éclater. Donc déjà, c'est moins pire. On verra c'est moins pire. Voilà. En tout cas, ce que vous attendez. Quels sont les gros titres de votre newsletter de Big Well cette semaine? Cette semaine, on a fait une grande enquête sur DYDX, qui est le grand échangeur décentralisé, qui est l'un des projets les plus intéressants du moment. Et donc voilà, on a interrogé un peu tous les membres de cet écosystème. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, bien entendu, Grégory. Et on accueille Adli, pardon. Je rencontre pour la première fois. Voilà, moi de même. Adli Takal Bataille, vous êtes président du Cercle du Coin, on dit bien ça comme ça, et associé fondateur de Shift Capital. Comment dites-vous, vous? Moi, je dis Coin. Du Coin, très bien. Je vois des pièces partout. Vous nous dites, Adli, que 2023 va être l'année des Real World Assets, autrement dit, des jetons représentant des actifs du monde réel. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a plusieurs, il y a plusieurs facteurs qui font penser dire ça, dans le sens où c'est un peu une arlésienne dans les cryptos, on en parle depuis 2017, c'est censé être un des plus gros marchés de la tokenisation et des cryptos, mais à la fois l'environnement légal, à la fois l'environnement technologique n'était pas forcément prêt, en termes de scalabilité aussi, en termes d'usage. Finalement, il n'y avait pas assez d'usagers, pas assez d'habitués pour se servir de tout ça. Et finalement, il n'y avait même pas de volonté. Parce que les gens dans les cryptos n'étaient pas intéressés du tout par avoir des actions ou des bons du trésor ou bien des parts de fonds, enfin toutes sortes de titres financiers et même d'objets de luxe. On peut penser à vraiment beaucoup de choses différentes. Et là, avec l'apparition de la DeFi, enfin de la finance décentralisée en 2018-2019, et son explosion à partir de son explosion dans le sens positif en termes de TVL, décollage de valeur enfermée dans les contrats. On a vraiment vu plein d'usages se démocratiser, notamment le prêt avec collatéral. Maintenant, il y a aussi des prêts sans collatéral qui sont sur des scorings. On a vu aussi tout ce qui va être stablecoin, émission de stablecoin collatérisée par différentes choses. Et finalement, il y a toute une logique de taux qui est aussi arrivée dans les cryptos, ce qui n'était pas le cas. Les taux, tout le monde s'en fichait avant. Il n'y avait pas une logique de rendement sur les cryptos. Il y avait beaucoup plus une logique d'actifs qui va prendre de la valeur. Et donc cette financiarisation, on va dire, du monde crypto a aussi amené un désir de diversification peut-être un peu plus fort, tout en ayant un cadre réglementaire et technique qui s'est amélioré. Et là, avec la chute des taux justement dans la finance décentralisée, c'est-à-dire que là actuellement, prêter de l'USDT ou de l'USDC, donc les deux stablecoins dollars, sur les plateformes les plus sûres, on va dire comme AAV, ça rémunère 2,30, 2,50, ce qui est vraiment pas grand-chose quand les taux du monde du trésor américain sont entre 4,5 et 6. Donc le risque n'est plus rémunéré. Et comme le risque n'est plus rémunéré, les acteurs ont envie de se tourner vers des produits finalement plus logiques. Et je pense aussi que les fortunes qui se sont faites pendant ce bull market ont augmenté leur culture aussi financière et ont envie de se diversifier potentiellement et aller chercher les meilleurs rendements, même s'ils dépendent du monde réel. Grégory, un petit commentaire sur ce que vous venez d'entendre? J'ai une question à poser. Est-ce que c'est pas trahir la cause en fait? Je pense pas que c'est trahir la cause, c'est se servir d'un... c'est faire un lien avec le réel, c'est forcément avoir un point de centralisation. Mais par exemple, ça peut permettre de s'échanger des titres sans avoir de risque de contrepartie. Une part de fonds, c'est par exemple une indivision. Donc une indivision, c'est une propriété pleine et entière, garantie soit par un État, mais dans tous les cas, j'ai besoin qu'à un moment, ma maison, elle soit plus ou moins garantie par quelque chose, à part si je suis dans un monde totalement, on va dire, libertarien et que j'ai ma milice privée ou mon ensemble de milices privées qui me permet de garantir ma maison. Donc finalement, que des objets technologiques, que des objets soient garantis par cette forme de propriété
qui à mon sens semble la plus adaptée de nos jours, parce qu'en plus on pourrait y ajouter de l'utilité, c'est-à-dire que votre type de propriété de votre maison pourrait devenir votre clé. Tout simplement, votre type de propriété de votre voiture pourrait devenir votre clé aussi de la voiture. Et on pourrait avoir également, en étant actionnaire Coca, avoir des avantages à la caisse quand on achète du Coca. On peut penser à toutes sortes d'hybridation justement entre l'aspect utilitaire et l'aspect, on va dire, rémunérateur ou de gouvernance. Et je posais la question parce que dans la communauté MakerDAO, il y a énormément de discussions autour de ce sujet-là. Donc la réserve va être de plus en plus backée par des real world assets, notamment des obligations souveraines américaines. Bien sûr. Quand on se prétend décentralisé en dehors de la finance traditionnelle, le fait de justement d'asseoir en fait sa richesse, la stabilité de son stablecoin sur le comble en fait de la finance traditionnelle, ça fait réfléchir. Je trouve ça plus sain que de le backer sur l'USDC. Parce que l'USDC est déjà un intermédiaire en plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'optique, là actuellement, les stablecoins de la DeFi, ils sont backés sur l'USDC. Donc finalement, ils reposent sur Circle ou sur Efinex si c'est du Tether. Donc on a dans tous les cas une déportation qui va dans le monde réel. Alors peut-être qu'on arrivera à faire un stablecoin algorithmique qui fonctionne bien et qui crache pas. Après, on a aussi un nouveau ceux qui s'est lancé aujourd'hui. J'ai pas le Go d'Aave. Oui, le Go, oui, bien sûr, le Go. Là, qui s'est lancé sur le testnet aujourd'hui, donc ça va être intéressant parce qu'il est backé par du collatéral 100% crypto. 100% crypto, ça risque d'être aussi des pools de Aave qui contiennent aussi de l'USDC, de l'USDT. Donc finalement, j'ai envie de dire, cette bataille-là, c'est pas qu'elle a été perdue, mais c'est qu'elle est logique. C'est-à-dire que tant qu'on a besoin de ces usages, d'avoir quelque chose qui est, j'ai envie de dire, fiat-backed, on aura besoin d'un point de centralisation. Est-ce qu'il est extrêmement problématique? Moi, tant qu'il est transparent et qui diminue le plus possible les intermédiaires, il me semble pas forcément malsain. C'est comme ce que disait, pardon, je finis là-dessus, Ishu Feti quand il parlait de Bitcoin devant l'Assemblée nationale. S'il y a une goutte de chlore dans de l'eau, c'est bon. Si on met toute une bouteille de chlore dans l'eau, c'est plus bon. Donc c'est un peu la même chose, je pense, avec le lien avec les assets dans le monde réel. Il y aura sûrement des endroits ségrégés de la DeFi où ce sera que des cryptos et ce sera pas dépendant du monde réel potentiellement. Adi, pourquoi ça n'a pas pris jusqu'à maintenant, cette tokenisation d'actifs du monde réel? Ça n'avait pas pris parce que peut-être que ça c'est une remarque je prends en compte que peut-être l'idéologie était plus fort et plus rigide avant. C'est totalement possible. Il y avait vraiment une volonté de se détacher. Clairement, le but de Bitcoin, c'est de dire c'est moi l'actif maintenant, donc qui garantit la valeur. Donc n'allez pas chercher d'autres actifs. Donc ça déjà ça peut être un point. Réglementairement, c'était vraiment compliqué. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le sujet, il a commencé à émerger, je dirais, même en 2013, on commençait à en parler, mais il a commencé vraiment à émerger en 2017-2018. Et les gens qui voulaient essayer de faire ça ont eu énormément de difficultés à trouver le bon cadre légal pour le faire, parce que qui dit actif réel dit KYC AML, donc pas d'usage dans la DeFi. Et maintenant, il y a des portes entre guillemets qui s'ouvrent pour le faire et des réglementations plus légères pour le faire, tout en gardant quelque chose d'assez permissionless en quelque sorte, en tout cas qui peut circuler sans avoir à être identifié, que chaque porteur soit identifié. Et j'ajouterais une chose, je pense que ça perce aussi beaucoup actuellement parce qu'il y a encore 2 ans par exemple dans la DeFi, les rendements naturels étaient très élevés. Là maintenant ils sont très bas, donc il faut trouver du nouveau rendement. Et où sont les rendements? Sur les actifs du monde réel. Et il y a les infrastructures, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait pas Uniswap, il n'y avait pas AAV, il n'y avait pas de nombreux autres services. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être voir une partie de la finance traditionnelle captée par le monde des cryptos et par pour le coup, des entreprises qui sont crypto-natives ou des protocoles qui sont crypto-natives. Et moi, ça m'étonnerait pas. Pour l'instant, Uniswap, par exemple, a une politique de absolument pas lister de securities parce qu'ils veulent pas avoir de problème avec la SEC. Mais clairement, c'est peut-être ces infrastructures qui sont les infrastructures de demain et j'ai envie de dire le Nasdaq ou Euronext de demain. Et c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est que on a inventé des systèmes sans risque de contrepartie, qui fonctionnent instantanément, dont le settlement est instantané, qui peut être H24, qui fonctionne, qui a encore des défauts. Clairement, les courbes d'Uniswap, elles peuvent être clairement critiquées, plein de choses peuvent être critiquées, mais de plus en plus, on arrive à avoir des infrastructures qui, elles, sont décentralisées, avec des gouvernances qui seront potentiellement décentralisées, c'est encore un gros sujet, et qui pourront capter une partie, finalement, du marché traditionnel. Les principaux avantages de cette tokenisation? Les principaux avantages, c'est une transparence
ou pas, hein. D'ailleurs il pourrait y avoir des protocoles plus opaques, c'est pas de risque de contrepartie a priori si on possède sa clé. Donc on peut enlever quasi 3 intermédiaires dans la chaîne financière traditionnelle. Il y a une possibilité de cotation H24 qui est très facile parce qu'elle n'est pas dépendante finalement d'un acteur. Tout est automatisé. Et après, il y a l'aspect l'utilisation en fait la construction des produits est beaucoup plus facile. On dit souvent la finance décentralisée c'est money Lego, donc c'est réussir à avoir plein de Lego et des briques avec lesquelles on peut jouer. Et finalement, actuellement en France par exemple, collatéraliser donc nantir des titres, c'est atroce. Alors que là, je pourrais très bien acheter des actions tokenisées Tesla et les nantir en quelques secondes. En fait, s'il y a un marché liquide Tesla USDC dans les cryptos par exemple. Ça n'a pas pris jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qui vous fait dire que 2023 sera l'année justement qui verra la démocratisation de ces tokens d'actifs du monde réel? Déjà, je vois passer beaucoup de projets. Les projets existants clairement s'intéressent au sujet. Vraiment, dans la finance décentralisée, on voit beaucoup de propositions dans les différentes organisations, des propositions à la gouvernance concernant le fait d'introduire des assets des actifs du monde réel dans leur protocole ou dans leurs réserves ou dans leur collatéral. Également les trésoreries on va dire la trésorerie des différents protocoles est discutée pour être changée en real world asset, en partie au moins. C'est aussi un moyen de ne pas avoir besoin de s'interfacer avec le monde réel. C'est-à-dire que vous pouvez rester une organisation totalement autonome et décentralisée qui n'aurait même pas, on va dire, d'enregistrement où que ce soit et qui possède tout de même des bons du trésor. Donc il y a aussi clairement cet intérêt-là, on le voit de plus en plus. Et je pense qu'il y a une question de maturité, d'acteurs financiers, d'institutionnels qui sont aussi là, entre guillemets, qui attendent. Donc c'est cette espèce de cocktail d'à la fois baisse des taux, donc recherche de nouveaux rendements, à la fois volonté d'accès à un marché extérieur pour diversifier les différentes trésoreries. Environnement technologique qui s'est amélioré, qui permet d'avoir plus de scalabilité et bien sûr les institutionnels qui ont commencé vraiment à se pencher sur la question des cryptos. Je peux le confirmer, pas plus tard que ce matin, j'étais au téléphone avec le CEO de Bitstamp. Il disait que là maintenant son grand pari, au-delà de parler au retail, c'était la tokenisation des actifs du monde réel. Et en tout cas, oui, les grandes plateformes comme ça vont s'y intéresser. Et j'ai envie de dire que les dernières choses, les plateformes centralisées, les plateformes centralisées avaient bien saisi ça et ont commencé à faire des offres. FTX avait commencé à faire une offre. Je crois même que Binance, à un moment, de manière très courte, a offert des trading d'actions. Ouais. Des trading d'actions. Ouais, des actions tokenisées, oui. Et ça n'a pas duré longtemps, mais oui. Et en fait, on voit que ça n'a pas duré longtemps. Des raisons réglementaires. Voilà. D'accord. On voit que ça n'a pas marché avec les échanges centralisés. En plus, ils ont quand même perdu un peu de confiance. Donc, on peut se dire que l'intérêt est plus ou moins là. Il y a quand même une démonstration qu'il y avait potentiellement un intérêt. Et les gens essaient maintenant de construire ça de manière décentralisée, au moins dans l'architecture d'émission, on va dire, et dans la circulation. Même si, à la fin, il y a forcément une porte d'entrée et de sortie. Parce que il y a un settlement, j'ai envie de dire, il y a une compensation dans le monde réel qui doit se faire. L'idéal étant que les États changent leur réglementation pour qu'on puisse directement, j'ai envie de dire, émettre des titres en token. C'est-à-dire que demain, je puisse dire mes statuts, c'est ce smart contract. Et ce n'est rien d'autre. C'est ce qu'ont par exemple proposé les îles Marshall, qui acceptent de prendre des DAO dans leur registre des sociétés directement. Bon, Grégory, vous êtes convaincu apparemment, hein, ouais, c'est quand qu'on essaye. Pour conclure. Non, mais plus sérieusement, ouais, j'ai hâte de voir ça, mais surtout comment les plateformes vont s'organiser, comment ça va. Parce que je pense qu'on pourra pas se mettre à trader des immeubles comme ça en 2 secondes. C'est la réglementation derrière qui va devoir s'adapter. Il y a encore énormément de boulot. Je pense qu'il y a de plus en plus d'astuces en tout cas pour réussir à s'interfacer, interfacer ces deux mondes, parce que la volonté est vraiment là par rapport à il y a quelques années. Et quand la volonté est là, on trouve toujours un peu des solutions. Messieurs, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à ce club BFM Crypto. Grégory Raymond, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well, et Adli Takal Bataï, président
de Cercle du Coin, c'est ça, et associé fondateur de Shift Capital. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bientôt 17h sur BFM Business. On va faire une très petite pause et se retrouver pour la 3e et dernière heure de cette émission.